bouleversante que j'ai lu au cours des dernières années. C'est un livre de Judith Pérignon qui s'appelle Victor Hugo vient de mourir. Donc c'est un titre un petit peu plombant comme ça. Et d'un seul coup, elle relate en 250 pages la mort de Victor Hugo, ses obsèques et à quoi elles ont donné lieu. C'est-à-dire que chacun, le peuple de Paris, chacun retrouvait dans Victor Hugo une image. Et cette image était absolument multiple. Les gens de bien, ceux qui ont du bien, voulaient que Victor Hugo aille au Panthéon directement. Et puis le peuple de Paris voulait qu'il aille au Père-Lachaise. Le gouvernement interdit qu'on déploie les drapeaux noirs, qu'on déploie les drapeaux rouges. Et on s'aperçoit dans ce livre-là la manière multiple dont Victor Hugo travaille l'esprit du peuple français et en quoi, comment le message qu'il porte dans tous ses écrits est véritablement un ferment. Et donc elle décrit jour après jour comme ça. Victor Hugo meurt sur un alexandrin. Il dit juste avant de mourir, c'est ici le combat du jour et de la nuit, je vois de la lumière noire. Et là c'est un petit passage sur l'enterrement de Victor Hugo. Un enterrement très particulier. Il va aller au Panthéon, le Panthéon qui est une église à ce moment-là, et le peuple va obtenir le fait que cette église soit, qu'on enlève les croix et qu'il soit un lieu laïque pour accueillir le corps de Victor Hugo. On a oublié cette nuit-là, trop scandaleuse, ou alors on l'a purifiée. La légende circule qu'elles ont fait l'amour pour rien, les putains, en souvenir du grand homme si généreux. Mais le moindre balcon, la moindre marche d'escabeau se louait à prix d'or pour le défilé. Il n'y avait pas de raison qu'une femme vaille moins qu'un tabouret. Pour le faire payer. C'était le 31 mai ou déjà le 1er juin. La paix venait d'être versée. Et elles s'évaporèrent aux toutes premières lueurs de l'aube. Les urnes s'éteignirent. Les cuirassiers soufflèrent sur leurs torches et mirent sa peau au clair. Les ouvriers s'activèrent, installèrent la tribune, les banquettes, tandis que la foule du grand jour s'était mise à grossir. Elle prenait place sur les trottoirs ou convergeait par délégation vers les points de ralliement. C'était une foule enfant et enthousiaste qui allait à l'enterrement du grand homme, du grand-père. Il allait faire beau et chaud, on allait oublier un peu les peines quotidiennes, côtoyer le grandiose, la parade, le spectacle, le grand art funéraire de la République. Musique et fanfare résonnaient de tous côtés. Rose, lilas, bleuets, violettes ondulaient en bouquet ou en couronne, sur une perche ou sur un brancard. C'était devenu une image, une radio populaire, presque un rêve. On a oublié que c'était un lundi, qu'il n'était pas chômé, que la République avait fait fermer écoles, théâtres et magasins, mais avait préféré les travailleurs à l'usine plutôt que sur les trottoirs. On voit plus d'ouvriers constater un rapport de police à 9h30 du matin sur le boulevard Saint-Michel. Les trottoirs étaient pourtant déjà noirs de monde. Ils se couvraient d'échelles à l'eau et de montages sommaires qui encombraient tout. Les gens s'installaient en bordure de la rue sur des chaises, des tables et des tréteaux, soit l'un par-dessus l'autre. Et il était trop tard pour les faire disparaître. Ailleurs, c'était des voitures à bras, mais aussi des camions, des voitures de commerce garnies de banquettes qui bloquaient entièrement les croisements, comme la place de la Sorbonne. Et toutes les fenêtres étaient garnies de curieux, souvent des étrangers, des provinciaux qui avaient payé cher pour être là. Ceux qui prédisaient que les aristocrates fermeraient leurs fenêtres avaient oublié leur sens des affaires. Dans bien des boutiques, on avait enlevé des vitrines, loué 20 francs de siège à l'intérieur. Le tout avait des airs de jeu de massacre à la forêt. Les passants levaient les bras et faisaient mine de tirer en rigolant. Il y avait aussi des toits, des cheminées, des corniches. On y avait même installé des banquettes, dans la glace. Oubliez aussi les rapports des mouchards, gendarmes et policiers qui surveillaient tout, regardaient venir la foule, synonyme de danger et d'agitation. Ils avaient peur encore, comme si elle avait de bonnes raisons de déborder, de ne pas laisser dire que c'était la vérité. Elle ne se défaisait pourtant pas de sa bonne humeur. Monsieur le commissaire, on m'informe que je dois prendre vos ordres. Combien faut-il que je reçoive de pierres avant de faire marcher mes hommes? Demanda un capitaine commissaire Clément, posté porte-maillot. Vous n'en recevrez pas, mais envoyez un peloton, répond le commissaire. Pas de pierre, non, ni aucune des armes mentionnées dans les rapports à la vie des jours précédents. Les agents n'avaient qu'à cueillir les drapeaux rouges au lieu prévu. Messieurs, nous avons reçu des ordres formels, il faut que vous nous rendiez vos drapeaux. Vous auriez tort de résister, vous ne seriez pas les plus forts. Quelques cris de vaincus se faisaient entendre. Vive la commune, vive la révolution sociale. Et les drapeaux rouges résignés changeaient de main tels des coquelicots frités, encore roulés dans leur tête. Les policiers les faisaient déployer pour constater l'ici.
Puis ils ajoutaient: vos loques vous seront rendus. Ainsi, au fil de la matinée, les étendards de la libre pensée du 15e arrondissement, d'Asnières et d'ailleurs, de la Ligue anticléricale de Puteaux, de la fanfare du Café de la Presse, de la Fraternelle des Tôliers, de la Chambre syndicale des menuisiers en voiture, des socialistes du 20e arrondissement, du groupe athée de Boulogne, de la Chambre syndicale du carrossier qui a passé sous ses rues, et effectivement rendu à qui venait les réclamer dans les jours qui suivent. La police enregistrait alors nom, prénom et adresse, elle fichait les nuits, puis lui tendait son chiffon rouge. Jusqu'à la prochaine corrida.